Je... Ok. Comme ça. Et c'est parti, je te remets là. D'accord. Je te laisse aller. Donc, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Et moi, je suis Head of Research chez Nukai, qui est une start-up que nous avons cofondée avec Jean-Baptiste Fantin en mai 2018. Alors, on a un but très modeste chez Nukai qui était de créer ce qu'on appelle des IA nouvelle génération. Et en d'autres termes, ça implique de créer des IA hybrides. Alors, pour illustrer ce talk, plutôt que de montrer des notions abstraites, je vais me servir de notre première IA hybride, qui est en fait un robot de bridge. Et ce robot a été comparé dans un challenge en mars, je vais en parler également. Et en fait, je vais expliquer ensuite pourquoi on a utilisé le bridge et pourquoi est-ce qu'il y avait cette nécessité de créer une IA hybride. Alors, je vais faire un petit saut en arrière. Il faudrait déjà que j'arrive à faire un saut en avant avec les slides. Je n'ai pas gagné. Ça marche pas tout de suite. Sur quoi? Clique une fois sur le palais d'actif. Vas-y. Ok, merci. Ouais, donc, je reviens en arrière au moment de la création de Nukai. On était, comme d'habitude, en fait, en pleine guerre froide entre les deux grands paradigmes de l'IA. Alors, d'un côté, connexionniste, numérique, et de l'autre côté, le symbolique. Alors, moi, je pense que c'est plutôt une séparation entre des méthodes qui sont centrées sur les datas ou centrées sur l'humain. Je reviendrai là-dessus. Et à cette époque, on avait vraiment l'impression que le numérique avait gagné la bataille, à tel point que mes collègues du symbolique disaient on est mort, ils vont tout faire, ils sont très forts, oh là là. Donc il y avait beaucoup de buzz là-dedans, beaucoup de belles choses. Donc c'est vrai que des méthodes telles que le deep learning, l'apprentissage par renforcement, c'est très performant, mais c'est performant uniquement sur certaines tâches comme la reconnaissance d'image, pattern recognition, etc., ou le jeu de Go. Et en fait, à cette époque, on avait le même constat avec Jean-Baptiste d'un point de vue BizDev et moi d'un point de vue recherche, qui était qu'il y avait quand même pas mal de défauts et que ces défauts feraient qu'on ne pourrait certainement pas adresser tous les problèmes de la vie réelle. Alors, le premier gros défaut est le fait que ces méthodes ont vraiment une très, très faible interaction, permettent une très faible interaction entre l'humain et la machine. Donc ça, c'est le premier défaut. Le second, c'est leur aspect black box. Ça veut dire que les machines prennent les décisions, mais elles ne fournissent jamais d'explications. Et enfin, elles sont très énergivores. Donc, en fait, si on regarde un petit peu maintenant, 4 ans plus tard, on est juste en train de pourrir la planète avec tous les data centers, etc. Et fort de ça, la plupart des problèmes complexes ne pourraient pas être résolus. Et surtout, on avait l'impression que plutôt que d'essayer de mettre des choses ensemble, de créer de nouvelles méthodes, on préférait avoir un marteau super puissant et transformer tous les problèmes en clous. Et vous imaginez chez un client, si vous essayez de prendre le marteau pour planter une vis dans un mur, il y a des fissures. Bref, pour moi, en tout cas, c'était vraiment de continuer dans cette voie, ce monoparadigme. C'était une manière d'aller au plus vite vers un retour de l'hiver de l'IA qui est souvent lié à du hype. Alors, c'est bien gentil de critiquer, mais en fait, il faut essayer de trouver des solutions. Et on s'est fixé un ensemble de conditions sur la création de nos intelligences artificielles qui était la première, de garder l'humain dans la boucle. Et en plus, on verra que ça sert et que ça a un lien avec le reste. Donc, que nos systèmes aient une très bonne interface entre l'homme et la machine. Le second point, c'était de pouvoir fournir des explications si besoin, parce qu'il faut savoir que maintenant, autant le deep learning était hype, maintenant c'est AI explicable qui est hype, alors que parfois c'est pas nécessaire, donc c'est fournir quand il le faut. Et puis évidemment une IA qui soit plus économe en énergie. Alors pour faire ça, il ne s'agit pas de dire on enlève le deep, on va prendre mon domaine, etc. Il s'agit au contraire d'être ouvert et d'essayer de combiner différents paradigmes d'IA et de pouvoir en fait adresser des problèmes en partant, en fait, le point de départ, c'est pas je vais créer quelque chose, c'est j'ai un problème, je regarde ce qui marche. Et le but, en fait, ça va être de construire une sorte de boîte à outils avec soit des outils existants et quand c'est pas suffisant, d'en créer de nouveaux. Alors, pour faire ça, c'est bien facile, mais en fait,
concrètement, comment on fait pour faire travailler des chercheurs, des ingénieurs de recherche sur des domaines très différents? C'est très difficile parce qu'on ne parle pas le même vocabulaire, on n'a pas le même jargon. Même si c'est les mêmes tâches, les mêmes problèmes, on a vraiment un énorme problème pour travailler ensemble. On n'est pas dans les mêmes conférences. Même au sein de l'université, en fait, il y a très, très peu. Et quand je parle de domaine, même entre sous-domaines, on n'arrive pas à se parler. D'où l'idée, en fait, d'utiliser un challenge fédérateur. Et ce challenge, c'était lié au jeu de bridge, qui n'est pas une fin en soi chez Nukai, mais plutôt un bac à sable. Alors, pourquoi le bridge? Alors, c'est vrai que Jean-Baptiste et moi, on est des bridgeurs, on s'est rencontrés à une table de bridge, mais en dehors de ça, la première chose, c'est que c'est vraiment un jeu qui va avoir des propriétés qui sont beaucoup plus proches des applications de la vie réelle. Je vais le décrire ensuite. Et le but était de créer de nouvelles méthodes et de les transférer assez vite sur des domaines applicatifs. Et puis, c'était un jeu qui résistait, et qui résiste encore d'ailleurs, aux IA classiques, que ce soit du self-play, etc. C'est-à-dire que toutes les méthodes qui ont été développées par DeepMind ne peuvent pas marcher sur le jeu de bridge, et il y a une réelle nécessité d'avoir un système hybride. Alors, fort de ça, on a pu, grâce à ce challenge, parce que si on avait proposé à tous ces gens brillants, que ce soit des chercheurs, des ingénieurs de recherche, de travailler avec nous sur de l'IA hybride pour la maintenance prédictive, on n'aurait pas eu grand monde. Mais grâce à ce challenge qui avait un côté fun, un côté excitant, on a pu mettre ensemble des chercheurs, des ingénieurs, vraiment de différentes communautés, computer games, symbolique, numérique, Sciences Co, etc. Et puis, on a également bénéficié de pas mal de collaborations à l'international, puisque ces gens étaient motivés par ce fabuleux terrain de jeu. Une question, ça fait le jeu de la carte et les enchères, ou non, les deux? J'y viens. Ah. Pas du tout. Les enchères, pas du tout, mais c'est une bonne question, mais j'y reviens. Okay. J'y viendrai. Donc voilà. Donc le but, je le rappelle, c'était d'essayer de construire une boîte à outils. Une boîte à outils. Et alors là, c'est un schéma, il y a plein de gros mots, mais peu importe. On voit bien en fait qu'on ne jette pas du tout le deep learning ou le reinforcement learning, mais on va se spécialiser sur peut-être des techniques qui sont un petit peu moins à la mode, mais qui sont très efficaces. Et l'idée, c'est construire de nouveaux outils, des outils anciens. Et puis, quand on ne sait pas faire en interne, on s'adresse à des spécialistes. On n'est pas tous des spécialistes de ça, mais on essaye d'utiliser différents paradigmes et pas le seul petit bout de l'iceberg qu'on nous a montré pendant des années. Et c'est vrai qu'à un moment donné, moi, je discutais avec les gens, c'est si tu ne fais pas l'apprentissage, tu ne fais pas d'IA. Ah, tu ne fais pas de deep learning, tu ne fais pas d'IA. Donc, il y avait vraiment, c'était pas très facile à l'époque. Mais même en interne, ils sont assez snobs. Ah non, mais là, il n'y a pas de machine learning. Et alors, le raisonnement, ce n'est pas que inductif, il y a d'autres manières de raisonner, et on va le voir après. Donc, je vais vous embêter un petit peu avec le bridge, mais pas longtemps. Donc, le bridge, c'est un jeu qui est très simple, en tout cas au niveau de ses règles. On va distribuer 52 cartes aléatoirement. Et ce qui est très important, c'est qu'on a à la fois un partenaire et deux adversaires. Donc, contrairement au jeu de Go, au jeu d'échecs, et même à la restriction du poker qui a été fait par Libratus, on va devoir gérer un aspect collaboratif et un aspect adversarial. Et ça, c'est très important parce qu'on est dans un cadre multi-agent qui nécessite du coup de donner des explications. Ça veut dire que le côté IA explicable, il sort pas de rien, il sort du fait qu'on ne peut pas faire jouer contre des humains si on ne leur explique pas certaines choses. C'est dans la règle du jeu. Voilà. Et puis, le côté peut-être le plus intéressant et le plus proche des applis de la vie réelle, c'est qu'on a une information incomplète. Ça veut dire, si vous voyez là, en fait, chaque joueur ne voit que sa main, ses 13 cartes, et au départ, il doit prendre des décisions avec 39 cartes cachées. Et en fait, ça, c'est une énorme différence au niveau des techniques d'IA. Faire du self-play là-dessus, c'est impossible. Faire du surapprentissage, c'est impossible. Une partie de bridge, à chaque départ, c'est quasiment un nouveau jeu, une nouvelle donne. C'est pas j'ai un goban vide, j'ai un échiquier vide, et puis je connais toutes les pièces de l'adversaire. Alors, il y a deux étapes, comme monsieur l'a fait remarquer. La première, qui s'appelle les enchères, et je vais passer assez vite parce qu'elle ne fait pas partie, et c'est volontaire, du challenge. Dans la première phase, en fait, chaque joueur va passer des informations
c'est pas un code secret, hein, ça doit être des informations partagées aussi aux adversaires sur un petit peu ce qu'ils ont dans leurs mains. Et le but final, c'est vraiment d'obtenir un contrat optimal. Donc, il y a un des camps qui va remporter les enchères et qui va s'engager à faire, dans la seconde phase de jeu de la carte, un certain nombre de plis, puisque c'est un jeu où on va compter les plis et pas les points. Et c'est le but très simple du jeu de la carte, de faire au minimum ce nombre de plis, et puis pour les deux adversaires, de faire chuter le déclarant. Donc finalement, bien vu, le Nook, le robot hybride dont j'ai parlé, c'est un déclarant. C'est pas une équipe, c'est un déclarant. Alors le déclarant, il a la particularité de jouer ses cartes et les cartes de son partenaire qui est mort. Voilà. Donc il va prendre 2 fois des décisions et il joue contre 2 adversaires. Donc, ce qui était très important pour nous était l'aspect essayer d'être juste sur le challenge. C'est-à-dire que ça aurait été très facile, vu qu'on est des bridgers, de faire un challenge un petit peu allégé. Mais notre but, c'était pas de dire, regardez comme on est fort, c'était vraiment de tester si les méthodes hybrides avaient un impact et si on arrivait à dépasser certaines choses. Donc, la première chose, c'est qu'on a pris vraiment 8 champions du monde extrêmement forts et 8 champions qui ont des styles de jeu très différents. Parce que l'idée, c'était, est-ce qu'on va pouvoir battre au moins 1, 2, 3, 4 champions? La deuxième chose, c'est qu'on a mis exactement le robot et le joueur dans les mêmes conditions. C'est ce qu'on appelle la marque duplicate. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a ce joueur, le déclarant, qui voit ces cartes-là. Le robot a exactement les mêmes cartes. C'est les mêmes informations, les mêmes enchères, et joue le même contrat. On doit faire 9 plis à sans atout. Et surtout, et j'expliquerai comment après, on a une défense déterministe. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a déjà une variance. Si jamais les adversaires ne jouent pas la même chose, qu'ils donnent le contrat au robot ou pas aux humains, on n'a aucun moyen de vérifier qui l'a mieux joué. Et enfin, chaque champion a joué sans dun sur 2 jours. Donc, il n'y a pas de problème de fatigue. Sur le poker, il y en a eu un petit peu. Et donc, pendant 2 jours, sans dun, sans les enchères. Donc, c'est vraiment pas du tout épuisant. Et ce qui fait que les résultats, en fait, vu qu'il y a 8 champions, c'est le score réalisé par chaque champion comparé au score du robot avec exactement les mêmes cartes, etc. Et c'est cette somme qui nous a permis de voir si on arrivait à battre les humains globalement, un champion ou pas. Alors, comment vous avez réussi à faire des défenses déterministes parce que le robot joue une carte, le joueur va jouer une autre carte? Eh bien, justement, en fait, on a... À un moment de la partie, il ne reste plus les mêmes cartes dans les... Alors, pour rendre la défense déterministe, on a utilisé la fabuleuse technique de deep learning, c'est-à-dire qu'on a mimiqué la défense sur ce contrat et contre, en fait, ces 2 robots. Ces 2 robots qui sont déterministes parce que quand on fixe la graine, c'est une graine aléatoire, hein, des robots de bridge existants, qui avaient un niveau bon amateur, mais qui sont très très loin des champions, mais c'est des robots défenseurs, et les humains ont énormément l'habitude de jouer contre eux quand ils s'entraînent, parce qu'on ne voulait pas non plus qu'ils soient un petit peu défavorisés par rapport au fait qu'ils ne connaissaient pas. Donc non seulement ils ont l'habitude de jouer parce que toutes les plateformes online utilisent ce type de robot en défense, et puis aussi on leur a dit qu'ils pouvaient s'entraîner, on leur a donné certaines règles, etc. Et c'est ce qui fait que c'est déterministe, en fait. Juste une question, comment est-ce que, alors pourquoi les organisateurs de propos, etc., ont vérifié que vous ne pouviez pas tricher? Alors ça, c'est très simple, on a généré des données aléatoires. Il devait y avoir un huissier, il y avait un arbitre international. Donc et d'ailleurs, au départ, on s'est dit, le pauvre, il a s'ennuyé. Après, il a dit, mais c'était génial. Donc, il y en a vraiment un qui a vérifié que les données avaient été générées aléatoirement. Le robot, parce que tout est quand même dans la machine. Le robot, qu'est-ce qu'il y a dans la machine? le robot, il pourra aller voir dans la mémoire, il peut aller voir les cartes qu'il y a. Alors là, ça c'est très facile parce que je peux dire que là, il y a eu des histoires de triche au bridge. Et si un robot ou un joueur humain triche en regardant les cartes, n'importe quel expert de bridge va voir qu'il triche. C'est comme ça qu'ils se font choper, en fait. Okay. Voilà. Et tu as dit la donne est très hasard, mais là, tu te places après les enchères, c'est ça? Oui. Comment on fixe les enchères?
On a décidé, on a codifié les enchères, on a donné leur traduction aux humains. En fait, les enchères, ça sert à restreindre les mondes possibles. Ça veut dire qu'après les enchères, il y a des mondes qui sont impossibles, des manières de distribuer les cartes qui sont impossibles. Donc, on a un générateur aléatoire sous contrainte qui génère, donc par exemple, un sans atout, j'ai entre 15 et 17 points, etc. etc. En plus, ça a été fait en symbolique, toute cette représentation. Ensuite, le pass, on l'a modélisé, et puis on a donné les infos, et ce qui fait que le robot sait, comme un bridger, parce que si on joue bien en bridge, c'est qu'on intègre les contraintes de la phase précédente. Il se balade dans un espace restreint, mais comme tout bridger, on ne peut pas jouer au bridge sans enchères, c'est trop vaste. Et même après les enchères et l'entame, il y a encore 5 millions de possibilités. Donc, c'est déjà c'est énorme, mais c'est un contrat en plus qui est assez mythique, 300 atouts, parce que c'est une manche et que les champions adorent jouer 300 atouts, mais c'est vraiment les contraintes d'enchères. Je passe, j'ai ça, j'ai pas fait ça, j'ai ça, etc. Ça fait que du 300 atouts. Que 300 atouts. Ah, toutes les donnes, c'est que 300 atouts. Toutes les donnes, c'est 300 atouts, c'est la même marque, mais si on donne d'autres... Non, il n'y a pas d'atout, mais si on donne d'autres contraintes d'enchères, le système est général. Hein. On n'a pas surappris sur 300 atouts. Ils ont joué sans 300 atouts. Exactement. Exactement. C'est bien que je ne sais pas jouer au bridge, donc voilà. c'est forcément divine. Je ne sais pas comment tu détermines l'enchère, mais ma question c'était est-ce que l'enchère est faite pour être juste limite? Oui, on a. Voilà. Alors, en fait, le challenge, il a été pensé parce que quand tu génères aléatoirement des donnes, tu peux te retrouver avec tellement de points que tout le monde va gagner le contrat. Donc, en fait, on a choisi des enchères très limites où, justement, un sans atout passe 200 atouts, où là, tu n'as que 8 points en face et tu ne peux pas en avoir 14. On a vraiment prévu pour que ce soit intéressant. C'est surtout parce qu'on ne voulait pas que les champions se lassent et que ce ne soit pas probant. Mais en fait, nous, notre intérêt, ça aurait été de jouer 1 million de donnes. Parce que quand on faisait jouer le robot et qu'on comparait au robot précédent, il y a une grosse variance au bridge et au bout d'un moment, il explose. Moins on en avait de donnes et plus on se mettait en danger. C'est toujours 100 atouts, 200 atouts, 300 atouts. Exactement, avec la modélisation. Rien, toujours. Mais par contre, si on veut faire jouer Nuke d'autres contrats, il n'y a pas de problème. Lui, c'est des contraintes, je l'expliquerai après, comme les bridgers, en fait. Voilà. Donc, voilà. Donc en fait, j'arrête le suspense. En fait, on s'y attendait pas forcément, mais le robot a battu les 8 champions du monde, donc en score cumulatif et chaque champion du monde. C'était un moment super émouvant, bien sûr, pour l'équipe, pour les gens qui étaient là, mais aussi pour les bridgers. C'était la première fois de leur vie qu'ils se faisaient battre, même sur que 300 atouts, etc., par un robot. Et en même temps, il n'y avait pas la tristesse des joueurs de Go, parce qu'ils se sont rendus compte, c'est vrai qu'on leur avait expliqué avant, etc., qu'en fait, ce jeu est tellement beau et tellement riche que c'est ce qui nous permettait de développer de nouvelles méthodes. Donc, c'était pas on vous écrase, parce que déjà, oui, c'est que le déclarant, on n'a pas fait la défense, on n'a pas fait les enchères, c'est pas on est très fort, on est plus fort que vous, c'est regardez, ok, là, on a fait quelque chose de sympa, mais en plus, c'est quelque chose qui est bien au niveau recherche, et ça, c'est grâce au jeu de bridge. Alors, il y a eu une énorme couverture médiatique avec 3,5 milliards d'occasions de voir. Donc ça, c'était un peu sympa et un peu stressant au niveau des interviews, etc. Et quelque chose, moi, qui m'a beaucoup touchée, c'est que j'avais demandé au professeur Stephen McLetton, qui est un éminent professeur et qui est celui qui a inventé un grand champ en intelligence artificielle symbolique. Je lui avais demandé en lui envoyant les détails, évidemment, de recherche, parce qu'il ne peut pas engager. Donc, c'était notre caution scientifique. Et en fait, il a fait un super discours à la fin. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il a mis en ligne 300 chercheurs du monde entier pour leur montrer un petit peu ce qui avait été fait. Et ça, en fait, ça a eu beaucoup d'impact. Parce que effectivement, on aurait... Là, pour le coup, qui dit que non pas on a triché, mais on n'a pas juste mis de la puissance de calcul, surappris, etc. Alors, maintenant, je vais rentrer un petit peu plus... Juste encore une question. Il y a eu une analyse qui a été faite pour savoir est-ce que l'ordi a trouvé des techniques de jeu de la carte qui échappent aux humains, c'est les humains qui ont des faiblesses. Il y a un petit peu de tout. J'ai un exemple après. Le truc qui est... En fait, c'est pas des choses auxquelles
des nouvelles techniques. De toute façon, pour gagner des plis, il n'y a pas mille façons de faire, hein, il y a des métastratégies, etc. Mais par contre, le robot a joué vraiment de manière humaine. Et ça, en fait, il y a eu des interviews tout au long de l'événement. Et les plus beaux compliments qu'on ait eus, c'était ça. C'était la première fois qu'ils voyaient un robot, en fait, jouer comme un humain en profitant des faiblesses de la défense. C'est ça qui est extrêmement important. Et à la fin, je montrerai un exemple où il a mieux réfléchi que les humains. Ce qui n'était pas toujours le cas, mais là, il se trouve que c'était le cas. Donc, j'en reviens parce que c'était un peu le thème du talk, à l'IA hybride. L'IA hybride, c'est juste essayer de combiner des approches de différents champs, mais ce qui est très important, c'est que quand on n'a pas les outils, on va en créer de nouveaux. Et on ne va pas en créer de nouveaux en mode Lego, je vais mettre des petites briques, hein, comme on voit un petit peu, mais plutôt en mode pâte à modeler, c'est-à-dire j'ai des pâtes à modeler et ça se mélange, quoi. C'est pas, je mets un truc à la suite de l'autre. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a fait sur ce robot et c'est ce qu'on fait aussi sur d'autres problèmes applicatifs. Et c'est là où ça devient vraiment très sympa. Donc, vraiment, très simplement, Nook, donc le robot, qu'est-ce qu'il a? Donc, il y a toute la partie symbolique où, pour l'instant, on a juste, en fait, représenté dans ce qu'on appelle une background knowledge, les règles du jeu, certaines expertises humaines. On a décrit, par exemple, des règles pour la première carte, la règle d'entame, etc. On a le fameux réseau profond qui a mimiqué les adversaires, donc qui a joué des parties, qui a fait jouer W-Bridge 5, le robot le plus performant jusque-là de Bridge. Donc, si on veut jeter des buzzwords, c'est une sorte de jumeau numérique de la défense. Et au centre, il y a un algorithme de recherche heuristique, et par contre, lui, il est extrêmement novateur. Et en fait, ce que fait cet algorithme, c'est qu'il va récupérer des contraintes et qu'il va faire des inférences. Il va faire des inférences sur ça et également sur ça. Et en sortie, on a des décisions. Alors, c'est très simple, hein, une décision en bridge, je pose une carte sur la table. Mais par contre, on peut, si on veut, demander des explications. Alors, ça ne va pas être forcément pourquoi il a joué cette carte, mais une explication pour un bridger, c'est « OK, pourquoi tu as fait ça à ce moment-là? Qu'est-ce que tu sais ?» Donc, je vais montrer un petit exemple. Ça va peut-être être un peu casse-pied avec le bridge, mais je vais vraiment montrer un petit exemple de ce que c'est une explication sur Nook. Et c'est ce qui a convaincu les bridgers qu'on n'avait pas triché en plus, parce que quand on voit un petit peu ce qu'il a en tête et pourquoi il l'a en tête, on peut plus se dire, OK, il avait juste les données en mémoire. Ça, c'était très important. Bon, là, c'est une petite redite, module symbolique, neural network, et on a aussi un module probabiliste parce que quand je dis qu'est-ce qu'il a en tête, c'est pas des choses forcément sûres, ça va être des choses probabilistes. Donc, on a aussi un module probabiliste, notamment au niveau du Monte Carlo, mais aussi au niveau des explications. Alors, ici, c'est juste un petit rappel pour dire que les adversaires, ils ne sont pas mimiqués que par le modèle pseudo-exact de W-Bridge 5, donc des défenseurs, mais on a aussi un ensemble de règles d'entame, donc qui sont décrites en logique. Donc la logique, en fait, c'est pour moi une sorte d'espéranto, puisque c'est quelque chose qui va être compréhensible par la machine, avec une sorte de programmation logique ou sous contrainte, mais également qui va être facilement traduisible aux humains. Et ces règles, elles étaient complètement données aussi tout au long des parties. Vous pouvez regarder sans arrêt quelles sont les règles d'entame pour que le déclarant humain puisse dire « Ok, il ne peut pas avoir ça puisqu'il a entamé ça, etc. » Donc, pour les mettre vraiment le plus possible à égalité. Et ce qui est important, c'est que finalement, comme je l'ai dit, qu'est-ce qu'on a fait? On a donné les règles du jeu. Oui, on a gagné énormément au niveau temps de calcul utilisé, mais en fait, moi, ça me paraît complètement idiot de dire je vais mettre des datas, je vais mettre des trucs et il va apprendre les règles du jeu. Un humain, quand il apprend à jouer, le bridge est déjà difficile, mais on lui donne les règles du jeu, il ne va pas regarder des millions de parties pour les apprendre. Ça, c'est un petit peu montrer qu'on sait faire des choses et c'est de la perte de temps. Et de la même manière, ça, je l'ai dit, on a récupéré un minimum l'expertise humaine dans une background knowledge, parce que ça, c'est quelque chose qu'on veut faire aussi sur des domaines. Si on travaille sur l'industrie, sur l'aviation, etc., on va récupérer un minimum des abstractions, des choses, et le tout, c'est de faire des systèmes qui soient capables de prendre en compte cette première modélisation. Comme je l'ai dit, on a vu que Nook reproduisait en fait une manière de jouer qui était assez humaine,
tout en gardant une efficacité. Et en fait, la différence avec les robots précédents est le fait qu'il ne va pas supposer que les adversaires ont une connaissance complète. Donc, si vous faites dans tous les trucs de research, on va faire min-max, etc. On considère que le joueur joue au mieux, mais jouer au mieux en information non cachée, ok, on sait ce que c'est. Jouer au mieux en information non cachée, on ne sait pas. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils font beaucoup des échantillons de Monte-Carlo très gros et ils lancent ce qu'on appelle un double dummy solver, c'est-à-dire combien je fais de plis si je joue à toutes les cartes. Et ça, c'est extrêmement mauvais. Donc, c'est le premier truc qu'on a cassé. Et le robot, lui, a une conscience, enfin, entre guillemets, que les adversaires n'ont pas l'information complète. Et finalement, ça, c'était quelque chose qui était très novateur. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore publié parce que c'est un petit peu dangereux. On a publié des choses sur les versions précédentes de Nook. Et ces versions précédentes étaient déjà bonnes, mais quand on lui a vraiment permis de faire des inférences sur la faiblesse des joueurs, hein, que ce soit des humains ou sur le côté incomplet, là, on a vraiment gagné énormément. Et on a vu pas mal de coups psychologiques où plutôt que de jouer, parce que c'est des probas, hein, de jouer la ligne la plus probable, il va imaginer plutôt des fautes chez l'adversaire. Donc, s'il y a 80% de chances qu'il fasse une faute, bah, je ne vais pas jouer la ligne à 10%. Et c'est exactement ce que font les champions. Donc, AlphaMu, bon, là, c'est juste pour ceux qui voudraient voir, justement, c'est ce dont j'ai parlé. AlphaMu, c'est le nom de l'algorithme de recherche. Il y a plusieurs versions publiées. On n'a pas encore publié la version où il considérait que les adversaires n'avaient pas toute l'information. Et finalement, comme je l'ai dit, on a créé un module explication, c'est-à-dire qu'on a une possibilité, quand il y a une manière de jouer, d'avoir une sorte de vision de quel était à haut niveau, hein, parce que la vision du robot, si c'est donner les 10 503 mains possibles, c'est pas une explication. Ça, on en vient. Qu'est-ce que c'est qu'une explication? Un bridger ne va pas pouvoir se repérer. C'est très important, l'explication, de la donner à haut niveau. C'est ce que fait un humain. Alors, évidemment, je vais vous montrer les abstractions sur les bridgers. Pour les bridgers, elles vont peut-être pas vous parler, mais pour eux, ça leur parle. C'est-à-dire que les explications, elles sont pas pour des non-bridgers, elles sont pour des bridgers qui doutaient un petit peu par exemple, d'une certaine manière de jouer du robot. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Nook à haut niveau? Le fait que comment on a pu faire ça en fait évidemment dans la méthode arborescente, on utilise des échantillons de Monte-Carlo et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir récupérer des probabilités sur des abstractions par rapport au Monte-Carlo, aux échantillons de mains possibles, qui sont évidemment un petit bout de l'espace. Et en fait, pourquoi est-ce que ces échantillons étaient plus pertinents? Parce qu'on a fait en sorte que Nook Reason fasse des inférences et qu'il puisse en fait ajouter des contraintes sur les actions des adversaires, mais surtout, et ça c'est plus intéressant, sur les non-actions. En gros, il n'a pas joué l'as 3 plis avant, ben, il ne l'a pas. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose que fait un bridger. Si on ne fait pas d'inférence, on ne peut pas jouer au bridge. Ou si on peut jouer, mais très mal. Voilà. Donc un petit exemple. Alors je suis désolée pour les non-bridgers, je vais essayer de faire au mieux. Donc ici, c'est la main du déclarant, donc nous, le champion, et ça, c'est le mort qui est étalé. Et là, on a l'entame, tête de cœur. Alors comme je l'ai dit, cette entame, elle respecte c'est vraiment des entames, des règles très bridge, hein, c'est un système très classique, mais on leur a quand même donné explicitement toutes les règles pour qu'ils puissent vérifier. Et bah, le robot va raisonner en disant, bah, voilà, s'il a entamé le 4 de cœur, il n'a pas, je ne sais pas, 5 piques ou je ne sais quoi. Et donc, le but, c'est vraiment de faire 9 levées, sachant que les levées se font avec la carte la plus forte, il n'y a pas d'atout. Donc, la carte la plus forte, c'est l'As, le Roi, la Dame, le Valet, etc. Alors, ce qui s'est passé, c'est que cette donne, elle a été jouée par 2 champions et par Nook. Et le premier pli, bah, ça s'est passé exactement de la même manière, c'est-à-dire que
et les champions et nous qui ont mis les mêmes cartes. Et évidemment, Est étant déterministe, a mis également la même carte. Et puis, le deuxième pli, le troisième pli et le quatrième pli, ils ont joué aussi exactement de la même manière. Et les robots ont réagi pareil. Donc, en fait, les trois plis sont, je joue mes plimètres. Je joue un ensemble de plimètres. Et en fait, je récupère de l'information. Je regarde bien les cartes. Et là, le cinquième pli, le robot a fait un truc qui a été caractérisé de complètement stupide par les deux champions. Il a joué le 2 de trèfle, qui est la plus petite carte pour le 3 de trèfle. Donc, pour eux, c'est un non-sens. C'est oui, super, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu de la chance, parce qu'évidemment, ils ont perdu la donne et le robot l'a gagné. Donc, c'est là qu'on m'a demandé de lancer le module explicabilité et de dire, mais pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qu'il avait en tête? Alors, il a fait du discovery play, ouais. Mais c'était malin. Bon, là, c'est juste pour vous dire, en fait, ce qui intéresse les bridgers, c'est pas les cartes exactes. Il y a la notion de distribution qui est très importante. C'est ce qui va permettre, on va voir, de gagner un coup, enfin, une partie ou pas. Donc ici, en fait, on va abstraire les 13 cartes en nombre de piques, etc. Et même, on va faire encore une autre abstraction qui est 4, 3, 4, 2, j'ai 4 piques, 3 cœurs, etc. Et on s'en fout complètement des cartes. Évidemment, on va dire j'ai l'as quatrième. Quand un bridger sort, il dit c'est quoi ta main? J'étais 4, 4, 3, 2, j'avais l'as quatrième, etc. On oublie des petites cartes. Donc, on s'est servi aussi de ça dans le module explicabilité. Et voici, alors ça c'est vraiment intéressant que pour les champions qui ont râlé que le robot avait gagné. Donc, on va avoir évidemment toutes les infos sûres, c'est les cartes qui ont été vues ou des cartes qui, par inférence, sont connues. Et là, ce qui est important dans tout ça, pour eux, c'est qu'en fait, il a déduit qu'il y avait chez Est 2 piques, 3 cœurs, 5 carreaux, 3 trèfles dans 72% des cas et seulement une distribution avec 4 trèfles et 4 carreaux dans 26% des cas. Et puis, voilà, c'est vraiment ce qu'il peut inférer d'un point de vue probabiliste. Donc, c'est ce qu'il a en tête et ce qu'il a récupéré. Alors, comment il a fait pour faire ça? En fait, qu'est-ce que tout le monde sait au bout de ces 4 plis? Avant qu'il joue son 2 trèfles pour le 3 trèfles, on connaît que les cartes jeu. Au moins, ça, on en est sûr. Et à partir de là, en fait, on va utiliser ce dont j'ai parlé, l'inférence sur les règles d'entame. Donc, Ouest. Et là, l'inférence nous permet, parce que c'est du bridge, hein, de savoir que Ouest a 5 cœurs. Et on se moque de quel cœur il a. Il a le 4, puisqu'il l'a entamé, et puis il a 4 petits cœurs. C'est impossible qu'il n'ait pas... Ça, c'est du sûr, et les bridgers sont complètement d'accord avec ça. Du coup, l'autre en a 3. Maintenant, on a joué 3 tours de pique, donc on a pu observer des choses. Et là, donc, on sait que Ouest a les 5 cœurs qu'on avait, les 3 piques, et que l'autre a 3 cœurs et 2 piques. Ça, c'est uniquement du bleu. Et d'après ce que j'ai montré précédemment, Nook sait, je vais passer moins vite, que Est a 5 carreaux et 3 trèfles dans 72% des cas, donc parce qu'en tout, ça doit faire 13, hein, et puis que Est a 4 carreaux et 4 trèfles dans 26% des cas. Et en fait, lui, tout ce qu'il sait, c'est que Est a toujours plus de trèfles que Ouest. Et en fait, il fait vraiment une inférence très haut niveau. Et quand il joue le 2 de trèfle pour le 3 de trèfle, tout ce qu'il fait, c'est qu'il regarde les 2 cartes. Il regarde les cartes, et en fait, alors, il reste le 8, le 10, le 9, le valet et le roi. Il reste 5 cartes. Et ici, quand il joue le 2 de trèfle, celui-là a mis le 8. Or, n'importe quel bridger, avec le 8, le 10, le valet, va intercaler. Il va mettre le 10 ou le valet pour tromper. Jamais il va mettre le 8. Donc, qu'est-ce qu'il sait? Il sait que, comme il peut en avoir que 3, puisque avant il sait que l'autre en a plus, eh bien, forcément, il a 8, 10, roi, ou 8, valet, roi. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il fait? Quelque chose que les bridgers détestent, il remet en main celui qui a le roi de trèfle, qui va lui rendre, en fait, voilà, il remet en main celui-là, qui va lui rendre le pli manquant, parce qu'il est obligé de jouer sous son roi, il va poser la dame, alors que si c'est lui qui joue les trèfles, il va se faire manger la dame par le roi. Et finalement, évidemment,
évidemment, nous qui a gagné, les champions perdus. Mais le truc, c'est qu'après, ils ont dit, avant, ils ont dit, mais il est nul, il a mis le 2, le 3, c'est n'importe quoi. Et après, quand on leur a montré ça, il a dit, ouais, c'est vraiment super bien joué. C'est vrai que si j'avais eu 3/4 d'heure, j'aurais pu y penser. Mais en fait, comme on a vraiment pris des donnes aléatoires, hein, on n'a pas pris des donnes où on sait qu'il se passe un truc, parce que là, les champions se mettent dans un mode, il se passe un truc. Et quand on joue au bridge, il se passe pas toujours des trucs. Donc, voilà, donc c'est quand même extrêmement important et j'insiste sur le fait que c'est une explication pour eux. Mais une explication, ça dépend vraiment de ce qu'attendent les experts, ou pas les experts d'ailleurs. Oui, l'explication est assez humaine en fait. Parce que finalement, complètement. C'est-à-dire que c'est l'explication que je leur ai donnée, c'est celle qu'on se donne. Pourquoi tu as joué comme ça? Qu'est-ce que tu sais? Je sais ça, je sais ça. Mais non, pas du tout. Tu es nul. Donc je peux gagner un tournoi et faire 3 pieds de plus. Si je dis, je sais ça, pourquoi? Parce que ça. Mais non, tu t'es planté, on va dire, t'es nul, t'as gagné, mais t'as eu de la chance. Voilà. Tu as dit explication et interprétation, parce que tu avais la trace dans l'ordinateur de comment il a fait ses références. Le fait de dire, en fait, il a votre rêve pour savoir ce que les autres avaient joué, ça m'étonnerait qu'il l'ait dit comme ça. Mais c'est plutôt des règles que toi, tu as interprétées. Voilà, c'est pour ça qu'il le fait. Là, je ne suis pas convaincue, parce que ce truc de Discovery Play, il le fait beaucoup. C'est-à-dire, en fait, Alphamu, il a... Non, en fait, c'est pas qu'il a l'intention. Il n'a pas l'intention. D'accord, non, c'est pas une bête bizarre. On n'est pas en science-fiction. Ce que je veux te dire, c'est, en tout cas, en fait, Alphamu, même la version originale, elle va 2 ou 3 crans, on a plusieurs niveaux. On a Alphamu niveau 1, 2, 3. Il lance pas ses simulations à chaque fois pour une action, après il fait ses moyennes. Il va 2 coups plus loin. Donc effectivement, là, il se rend compte que quand il joue ça, 2 coups plus loin, il a plus d'infos, il pourra prendre la bonne décision. Donc c'est pas une intention. C'est une stratégie connue. Elle a été implémentée, quoi. Pas du tout. Ah non, quand je dis, non, on n'a pas implémenté. Non, j'ai fait un autre truc où j'ai implémenté des méta-actions, mais ça, c'était juste pour montrant au niveau ce qui s'est passé. Mais c'est autre chose. C'est un expériment. Il a réinventé la mise en main. Voilà. Il a réinventé. D'ailleurs, c'est rigolo parce que le chercheur qui travaille là-dessus, le plus qui code, il bosse avec moi, puis aussi avec Colin qui lui est loin. Et des fois, on regarde, on fait « Oh, il a fait ça !» Et le concepteur du truc central, il comprend rien. Il fait « Ah bon, c'est bien ?» « Oui, c'est bien. » Il ne met pas de mots dessus, c'est rigolo. Voilà. Donc, pour conclure, déjà, contrairement à ce qu'ont annoncé les journaux, on n'a pas du tout craqué tout le bridge. Mais par contre, derrière, il y a vraiment quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que Alphamu, l'inférence, etc., c'est des choses, et puis le fait de coupler qui peuvent être transférées. Hein. Et puis, il y a d'autres choses. Ça nous a permis vraiment de construire un bon bout de la boîte à outils. Et le truc qui est vraiment bien, c'est qu'il reste beaucoup de choses sur le bridge. Et moi, les enchères, ça ne m'intéresse pas du tout parce que c'est très ad hoc. Moi, je ne veux pas qu'on perde de temps à faire de la recherche appliquée sur le bridge. L'algo, là, il est général, on rentre autre chose, on voit un problème similaire, on va pouvoir transférer. Et les enchères, c'est des conventions sans fin. Donc, par contre, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de travailler sur la défense cette fois, où là, on sera vraiment en multi-agent et on devra faire du raisonnement épistémique. Je sais qui c'est que j'ai ça, etc. Donc, on a commencé à travailler là-dessus. Et puis, je veux travailler aussi sur des méthodes arborescentes où cette fois-ci, plutôt que de remonter juste des scores, en utilisant des techniques d'ILP, on remonterait des abstractions de quand est-ce que je gagne, quand est-ce que je perds, parce que c'est aussi quelque chose que fait un bridger. Il va très vite voir, je gagne en faisant cette action, si la dame de pique est à gauche, et je perds si elle est à droite, tout ce genre de choses. Et puis, le futur, mais c'est pas le futur, en fait, on l'a déjà fait, heureusement, c'est de transférer ça sur des verticales business. Et pour l'instant, on a heureusement pas attendu parce que, comme on le fait remarquer, pour l'instant, on dépense de l'argent, il n'y en a pas qui rentrent et ça va pas être magique. Donc là, les deux, c'est pas encore des produits, mais les 2 transferts qu'on a fait et qui sont le plus avancés, c'est l'aéronautique et l'éducation. Et l'éducation, j'aime particulièrement ce projet, mais c'est un projet où on va utiliser une restriction du bridge pour apprendre les maths à des petits. Et là, la notion
d'abstraction, de représenter des choses à haut niveau au-dessus de traces d'exercices qui ont été faits par des enfants. C'est super intéressant parce que ça permettra de générer de manière personnalisée des nouveaux exercices adaptés au profil psychologique, il a perdu confiance, etc., ou aux lacunes, ou au contraire, je le remets en confiance, etc. Voilà. Merci beaucoup. Et sur la partie aéronautique, c'est quoi l'application, si tu peux en parler ou... Oui, je peux en parler. C'est un truc qui est vraiment sympa parce que c'est un double problème. Là, on a attaqué le premier et en fait, ça s'est fait complètement par hasard. J'étais à une compétition de bridge et j'ai vu une amie qui est pilote et j'avais une idée pour faire un truc sur l'aviation, c'était de gérer les NOTAM, c'est des notifications d'incidents, etc. Et donc, j'ai pris rendez-vous avec elle, je suis arrivée, elle m'a dit non, c'est pas du tout intéressant parce qu'on les regarde pas. Mais par contre, on a ce problème-là, c'est ta programmation de vol et tu dois créer des rotations d'équipage derrière. C'est des trucs anonymes, hein, mais c'est des bouts de ce que va faire un même équipage sur plusieurs jours, un jour ou plusieurs jours. Et elle m'a expliqué que c'était pas du tout optimisé et que non seulement ils perdaient un fric monstre, mais qu'en plus les pilotes n'étaient pas du tout contents parce que ils se retrouvaient à faire des choses qui correspondaient pas à leurs souhaits. Donc le truc était intéressant. Il n'y a pas l'aspect info incomplète, mais il y a l'aspect combinatoire énorme. Parce que la manière c'est du 10 puissance, je sais plus, c'est monstrueux, c'est vraiment, on peut vraiment pas faire toutes les combinaisons possibles pour essayer de caler comment est-ce qu'on va gérer ces rotations d'équipage. Et donc, ce qui était très intéressant, c'est que moi, je voyais ça vraiment comme un jeu, c'est-à-dire un jeu avec un énorme graphe de recherche, c'est un art d'ailleurs, et où il fallait incorporer des contraintes, utiliser des abstractions, propager les contraintes. Et en fait, on ne pouvait pas utiliser les simples techniques de RO. Donc, il y a certainement peut-être des règles aussi. Bien sûr, il y a des contraintes sur un pilote, il doit se reposer. Enfin, c'est des contraintes légales, c'est des contraintes. On ne peut pas changer d'avion en 5 minutes pour les pilotes, on ne peut pas ci, on ne peut pas ça. Donc, c'est toujours des trucs sous contrainte. Et en fait, on a vraiment commencé à leur donner des sorties. Et c'est le début. Mais ce que j'aime bien dans ce projet aéronautique, c'est que c'est vraiment transférable à autre chose que tu as des contraintes, tu as des préférences, etc. Tu génères des choses. C'est absolument impossible par rapport à l'espace d'être en solution exacte. Tu vas faire du Monte-Carlo, mais du Monte-Carlo malin. Parce que c'est un petit peu ça l'idée. Quand tu commences à mettre des contraintes et du symbolique, tu te retrouves avec des échantillons qui ont la même taille mais qui sont plus pertinents. Parce que ça ne veut rien dire une distribution de proba, en fait. Une distribution de proba, si toutes les choses ne veulent rien dire, d'accord. Mais là, quand tu crées un échantillon, que ce soit pour savoir pour qui les gens vont voter ou pour faire une moyenne sur combien je vais gagner de plis ou pour faire n'importe quel calcul, en fait, on dit oui, on respecte la distribution de proba, mais l'expert, lui, va savoir que, par exemple, sur le bridge, ce qui est intéressant, c'est la distribution des cartes. Donc, je vais biaiser, entre guillemets, en respectant les probas, l'échantillon, parce que sémantiquement, en fait, ce qui va changer les résultats, c'est quelque chose, je peux oublier les petites cartes, etc. Donc, ça, c'est le genre de choses qui marchent très, très bien aussi là-dessus, de faire des sortes de Monte-Carlo avec une sémantique en demandant à l'expert. Tu prends, je sais pas, un panel de patients, et puis, tu peux dire, ouais, je vais faire au hasard en respectant les probas, mais les probas sur quoi? L'expert va dire, ouais, mais là, ce qui est important, ça va être plutôt cette tranche d'âge, tout ça, etc. Et puis, ces mêmes patients, si on veut tester autre chose, ça va être autre chose. Donc, en fait, tu utilises l'expertise du spécialiste pour incorporer une sémantique dans ton échantillon. Donc, tu as toujours tes 100 patients ou tes 100 mains possibles, mais derrière, ton résultat, il va mieux parcourir l'espace et il va avoir de meilleurs résultats. C'est quoi l'outil de représentation de toutes les connaissances? L'outil de toutes les représentations? Oui, enfin, vous disiez quoi? Vous des prédicats, alors ça, ou un mix de plein de trucs, parce qu'on comprend, enfin, de ce que j'entends sur le bridge ou la musique, machin, il y a plein de connaissances extrêmement variées à exprimer. Et donc, c'est quoi le passe? Ça dépend. En fait, il y a beaucoup de projets. L'explainer, c'est à la STRIPS, donc tu as vraiment une représentation logique avec une restriction de la logique du premier ordre, mais qui
avec un type prologue ou problog si tu mets du probabiliste. Mais en fait, si tu regardes le Donc, code. on fait plutôt les contraintes, c'est-à-dire pour décrire le monde sur lequel votre IA doit agir. C'est quoi, les. Bah déjà, ça dépend parce que tu dis notre IA, c'est pas, il n'y a pas notre IA, hein, c'est des petits bouts partout. Bah, en fait, si je te dis, si tu veux représenter des contraintes, tu peux les représenter en logique, premier ordre, propositionnel, mais tu peux aussi écrire des if then else, peu importe. En fait, c'est la manière de voir les problèmes. Parce que aussi, quand après, on a un truc qui marche bien, ça peut être avec du prologue, avec du n'importe quoi, du Python, quand on veut que ça aille vite, de toute façon, tout bascule en C++. Mais c'est un peu comme le génie logiciel. Si tu as pensé au problème avec ces abstractions, etc., que ta BK soit en prologue ou que tu les traduites avec des choses parce que tu veux être efficace, peu importe. C'est une manière de voir, en fait. Je ne sais pas comment dire ça. Et la capture des règles, de l'expertise, vous la faites par interview, vous la faites par expression littérale de l'expert qui dit ce qu'il connaît Alors, en fait, pour l'instant, sur le bridge, on avait la connaissance en interne, puisqu'on a des amis champions, et puis nous-mêmes, en interne, on avait pas mal, donc on était un peu autosuffisants, et ça, c'était assez pratique. Et sur l'aéronautique, effectivement, on a discuté avec l'experte, la commandant de bord, qui connaissait beaucoup de choses. Et par contre, on sait que ça, à la limite, c'est presque tout un pan qui nécessiterait, on a une idée en fait, parce qu'on peut dire on dépend de ça, mais alors, il y a des domaines où les gens ont déjà créé des ontologies, ce genre de choses, on peut envisager de les récupérer. Alors, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que on va partir d'une BK initiale, mais on a des méthodes qui sont de l'apprentissage automatique symbolique qui permettent de mettre à jour parce que c'est pas les vieux systèmes experts où on se dit ça y est, l'expert a tout décrit puis après c'est fini, tant pis pour lui, au revoir. En fait, c'est un cycle. Alors, ça se voit pas bien sur le bridge. C'est un cycle. Il y a une première BK, c'est le vocabulaire, c'est des règles décrites en logique. Ensuite, on lui montre des résultats et on va faire de l'apprentissage automatique mais symbolique et lui proposer des règles nouvelles qu'il va accepter ou pas. Il y a une semi-validation. Et en fait, sur un domaine particulier où il y a les notions, à chaque nouveau problème, le truc va grossir, on va être de plus en plus performant, on va pouvoir donner des explications avec différentes choses, on va pouvoir récupérer. Donc moi, au début, quand j'ai fait la BK sur le bridge avec Swan, mon premier petit padawan, super, eh bien, on a passé 1 mois à faire la première BK, mais après, quand on a eu un autre problème à gérer, on a mis une journée, c'est-à-dire qu'on l'a mis à jour, on a lancé ça, mais en fait, on a on a pris quelqu'un d'ailleurs pour ça, de faire quand même un outil qui servirait d'interface, cette fois entre un expert du domaine et puis un expert IA, entre guillemets, et qui permettrait, bien sûr, ça ne remplacera pas le présentiel au début, mais qui permettrait à l'expert de rentrer des choses et de visualiser en fait ce qu'il a représenté. Ça, c'est un outil d'aide à la capture. C'est ce qu'on appelle l'acquisition de connaissances. C'est pas mon domaine, c'est pas un truc que j'aime beaucoup en plus, mais c'est nécessaire. Donc ça, c'est sûr que c'est pas moi qui le ferai, mais effectivement, il faut qu'il y ait cette phase d'acquisition des connaissances. Merci beaucoup. Ça pose question en particulier parce que il peut y avoir une erreur, donc il faut pouvoir la corriger, ou il peut y avoir une évolution de la connaissance qui fait que quelque chose est à améliorer. Effectivement, c'est pas seulement enrichir. Bien sûr. En fait, on a d'autres petites. Enfin, là c'est le bridge, mais sur d'autres explainers ou sur la finance, par exemple, on fait toujours un retour, c'est-à-dire que on va présenter la fameuse interface. C'est pas que la logique qui sert d'Espéranto, c'est qu'on va présenter à la personne qui utilise un état des lieux à haut niveau, etc. Et quand on lui propose une sortie avec une explication, s'il n'est pas content, on va lui montrer l'endroit en fait où ça bloque. Il va avoir son mot à dire. Et en fait, le truc, ça me permet de rebondir. Quand on parle d'IA hybride, il y a quelque chose que je trouve encore plus intéressant que de mixer des techniques d'IA ensemble, c'est de faire un hybride, j'appelle ça un centaure, mais c'est pas le bon terme, de faire des hybrides humain-machine et donc d'avoir une sorte d'interface. On l'a déjà fait sur un explainer où l'humain va faire
va faire des choses et puis il va pouvoir demander à la machine. Ça, c'est un classique, hein. On se dit, tiens, l'hybride, l'humain interroge la machine, mais pas du tout. En fait, là, sur le bridge, je suis en train de créer une sorte d'hybride humain-machine où on va apprendre à la machine à demander à l'humain, parce que l'humain, il sait encore faire des tas de choses que la machine ne sait pas faire, donc c'est idiot de le sortir de la boucle, et ça voudrait dire que, par exemple, l'humain dirait, voilà, tout le début, je sais, maintenant, calcule-moi ça, fais ça, etc. La machine commence à jouer, elle dit à l'humain, pour moi, les évaluations, c'est pareil, mais toi, humain, tu sais peut-être des choses que j'ai pas vues, est-ce que tu peux me dire, etc. Et l'idée, ça serait de faire des outils, par exemple, je pense que sur la planification, ça serait extrêmement efficace. Parce que là, ce que je vois, c'est qu'il y a des planeurs qui coûtent 10 millions de dollars. Les humains, chez Airbus, chaîne de montage, disent, ah non, on va pas les utiliser parce que, etc. Et ils reviennent à la main. Et c'est quand même idiot de basculer. Soit c'est juste l'humain, soit c'est juste la machine. Parce que finalement, par exemple, pour la planification, l'humain, il sait très bien se balader au niveau. Tu as un problème, un jeu, tu dois sortir, tu dois aller dans une pièce, l'humain va dire, de toute façon, il faut d'abord que je fasse ça, ça. Il est capable de changer en fait de niveau de granularité. Il va savoir les méta-actions qu'il doit faire. Et après, la machine va peut-être être plus performante sur les micro-actions. Mais l'humain va être encore à haut niveau quand les récompenses, enfin, les reloads sont très loin. Il va être capable de donner des consignes, quitte à ce qu'on revienne en arrière sur ce qu'il faut faire à haut niveau, et ça, la machine, elle ne sait pas encore le faire. Et puis, c'est pareil sur tout ce qui est sens commun. On va pas rentrer toutes les connaissances dans un truc symbolique. C'est idiot, quoi. L'idée, c'est juste de gagner du temps, de garder l'humain dans la boucle et puis d'interagir avec lui. Merci beaucoup, c'était très riche. Est-ce que ce que vous avez fait aujourd'hui, ça aurait été possible il y a 20 ou 30 ans, justement avant ça? Il y a 20 ou 30 ans? Après, ouais, c'est dans les années 80. Attends, c'est-à-dire de dire faut arrêter d'être dans son petit domaine et de vouloir tout faire, oui. Mais par contre, techniquement, là, non, parce qu'il n'y avait pas le DIP, il n'y avait pas machin, il n'y avait pas plein de trucs. Ouais, mais tu vois, dans l'IA, connectivité data, on dit que le grand changement, ça a été Internet, les data, eu la calcul. Oui, mais ça arrange les gens. Non, mais c'est très aisé. Avant, tu ne pouvais pas faire des dynamiques, ça a été basé le calcul. D'accord. Le cas, il a été bloqué, c'est chèque, parce qu'il pouvait rien faire. Mais là, en fait, parce qu'il y a eu un changement de paradigme, un truc, il y a un moment dans l'histoire, une découverte magique, je ne sais pas si les léger, ça existait déjà. Les quoi? La ligne d'active. Ah oui, bien sûr, ça fait 30 ans que ça existe. Ce que je me demande, c'est qu'est-ce qui fait que aujourd'hui vous y arrivez? Ce qui fait, c'est qu'on a, en fait, en tout cas sur le bridge, si on a réussi, parce que je sais qu'à un moment DeepMind essayait, etc. C'est juste que on n'essaye pas de survendre un paradigme ou une méthode en disant de toute façon ça va. C'est plus une manière de faire. Alors, c'est peut-être lié à moi parce que moi, dans ma thèse, j'ai changé 1000 fois de domaine. J'ai fait de l'apprentissage, etc. Et justement, je me souviens que avant la fin de ma thèse, mon domaine, je pouvais plus enfin, c'était insupportable. C'est une sorte de secte. C'est super, hein, c'est une restriction de la logique. Et en fait, ils voulaient tout faire. Donc, ça marche très bien pour faire des ontologies, du raisonnement. J'ai fait de l'apprentissage dessus. Et à un moment donné, ils ont dit, oui, alors avec ça, si on enlève la commutativité de la conjonction, on va faire du temporel. Je dis, mais les gars, il y a des logiques temporelles, quoi. Il y a des trucs de maths, etc. Donc, en fait, en gros, les chercheurs, et puis après, encore plus, quand il y a du hype et du fric sur les trucs, ils vont prendre le truc, ils vont l'essorer, etc. Mais c'est pas qu'ils ont envie de faire des choses, quoi. Ils ont juste envie de rester dans leur zone de sécurité. Donc là, le truc, c'est pas une question de temps, c'est une question, tu sors de ta zone, bah oui, tu n'y arrives pas avec ton truc, tu vas pas le tordre, tu cherches ailleurs, tu discutes avec des gens, et puis tu es une équipe, en fait. C'est plus ça, nous, que des technos, je sais pas quoi. Et puis, des fois, s'il y a un problème et c'est pas de l'IA, bah, on va pas dire oui, on fait de l'IA. Voilà, c'est un truc de héros, c'est un truc d'info, bah, tant mieux, on veut juste résoudre le problème. Tu peux nous dire un peu plus sur l'éducation, comment ça marche? Ah, l'éducation, ça, c'est Cartoon. Tu passeras, hein. Ouais, je sais que tu vas passer. Donc, c'est vraiment au départ utiliser des jeux de cartes pour les gamins avec des petits, c'est des dinosaures, c'est des personnages plutôt que des jeux, des cartes classiques.
Et puis, au début, on les fait jouer. Donc ça, c'est sympa, ils jouent. Donc déjà, ils apprennent les relations d'or. Ils ont 5 ans, savoir qu'est-ce qui est plus fort, que quand c'est une autre couleur, justement, le 10, il devient moins fort que le 2 parce que le 2 a été joué en premier, ce genre de choses. Et puis, en fait, après, on a une appli où il y a différents types d'exercices. On sait qu'on veut faire passer des notions, ou tester des trucs, etc. Et là, ça utilise uniquement le matériel, c'est-à-dire les cartes qui leur plaisent puisqu'ils aiment bien jouer. Et l'idée, c'est tu les laisses se balader, tu observes un petit peu ce qu'ils font, et plutôt que de renvoyer des scores comme d'habitude, oui, il a 12 sur 20, etc., de repérer des points faibles ou des problèmes de confiance, etc. Donc, en gros, ça, attention, c'est pas du machine learning, c'est ce qu'on appelle du déductif, ou d'abord, dans le data mining, il n'y a pas forcément de saut inductif, c'est tu prends des données bas niveau, tu les abstrais par rapport à des concepts que tu as définis. Hein. Par exemple, si tu veux voir que le gosse est daltonien, etc., qu'il a des problèmes de retenue, tu dois définir dans ta BK. Mais ça, c'est pas dur quand tu vois des exercices de dire au-dessus de 10, etc. Donc, les notions abstraites, c'est l'humain, c'est pas la machine qui va les retrouver. Mais après, au-dessus de quand l'enfant joue, tu vas pouvoir, plutôt que d'afficher des stats ou des notes, afficher en tout cas ce que tu as vu sur le passé. A priori, il a des problèmes. Ça peut être, c'est rigolo, hein, quand il y a trop de cartes vertes et rouges. Il a des problèmes quand il y a une retenue. Il a des problèmes de fatigue. Et quand il a un problème, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il revient au niveau 1? Est-ce qu'il demande de l'aide? Donc, étudier, en fait, essayer de mettre de la sémantique au-dessus de tout ça, pour pouvoir ensuite, soit pour les instituts, leur donner des recommandations, dire attention, ce gamin, etc., pour essayer de l'aider, ou alors tu vas, ça c'est la suite, on l'a pas encore fait, utiliser ce que tu as abstrait pour générer des exercices qui soient pas séquentiels comme d'habitude, mais comme j'ai dit, pour le remettre en confiance, ou pour tester si vraiment il a des problèmes avec la retenue, ou si c'était un hasard, etc. C'est ça l'idée de l'appli, en fait. Ok. J'ai une question, je reviens juste une seconde sur le bridge. Tu as évacué tout de suite les enchères. Ah oui. Mais les enchères, les enchères compétitives, oui. C'est un sujet, enfin, c'est pas si simple que ça. Et la question, c'est est-ce que tu évacues parce que finalement, il n'y a pas de problème réel qui peuvent être adressés, enfin, si on résoudrait les enchères compétitives, ça ne permettrait pas d'adresser des problèmes réels. Et donc, c'est ça qui fait que ça ne marche pas. Enfin, la première chose, c'est que les enchères, ce n'est pas les enchères, c'est des milliers de systèmes d'enchères. Oui. C'est-à-dire que même un joueur, la semaine d'après, il va changer. Oui. C'est beaucoup de choses très pénibles à coder. Oui. Les logiciels, il y a peut-être des gens sur 10 ans qui ont tout codifié, etc., et puis qui utilisent ce langage. Donc, en fait, ça peut être intéressant, un truc d'enchère, mais pas sur Bridge. C'est vraiment des systèmes de 100 pages, tu vas les décrire, et puis ça change, etc. Donc, moi, je sais que ça passionne les joueurs de Bridge. C'est vrai que c'est intéressant, mais il faudrait déjà fixer un système d'enchères minimal et voir. Et moi, ce que je trouve insupportable, c'est comment tu fais tes reloads. Tu as un stade du jeu, les reloads, c'est t'imagines la suite. Qu'est-ce que tu imagines? T'imagines la suite des enchères et le jeu de la carte. Déjà, le jeu de la carte, on a du mal à le faire. Quand on voit la première carte, t'imagines? C'est horrible. C'est est-ce que je pense qu'ils vont faire leur contrat et donc je vais un cran plus loin. Non, mais attends. Moi, je vais perdre, mais je perds de moins parce que. Ouais, non, mais là déjà, ce problème, ce truc avec la défense, déjà, faut être modeste. Moi, j'aime bien. À chaque fois, j'ai dit non, on va faire ça déjà. Après, on va faire la défense. Déjà, ça va être joli. On va faire des tas de choses nouvelles. Mais alors, les enchères, pour moi, c'est trop loin. Et puis, en plus, c'est vraiment. En fait, pendant les enchères, tu peux avoir une enchère, mais tu sais que c'est eux qui vont jouer le contrat. Donc, tu ne la fais pas. Parce que tu sais que tu vas passer de l'info et qu'il va gagner peut-être. Parce que tu as indiqué ton nombre de cartes à cœur, c'est complètement idiot. Donc, un bon joueur va passer. Enfin, ce genre de choses. Enfin, d'accord. Non, en fait, j'avais mal compris pourquoi tu évacuais les enchères. Parce qu'il y a côté mécanique. Parce que, il y a des enchères, mais en fait, c'est pas que pour ça. C'est pas que pour ça. Ça, c'est vraiment. Mais par contre, ils se débrouillent pas trop mal, hein, les systèmes, les robots existants, parce que c'est 10 ans de modélisation, et puis ils disent à l'humain, je joue ça, et puis voilà, quoi.
Non, c'est... Pour revenir sur la question de l'aéronautique tout à l'heure, quelle serait ton explication sur le fait que ça n'existe pas aujourd'hui, que ça n'ait pas été déjà fait Honnêtement, c'est la complexité, en fait. Et la méthode qu'on utilise, c'est une méthode très, très à la pointe c'est Nested Monte-Carlo. C'est-à-dire que toute l'expertise sur le bridge, sur les histoires Monte-Carlo ont été utilisées. Tu ne peux pas avoir une méthode exacte, en fait. Et c'est quelque chose qui résiste vraiment. Alors, il n'y a pas ce problème-là sur les longs courriers, ni sur les petits courriers. C'est moyen courrier, par exemple. Parce qu'il y a les rotations d'équipage, quand c'est long courrier, de toute façon, ils font un vol et voilà. Il n'y a pas cette combinatoire, etc. Mais par contre, on peut trouver d'autres problèmes dans d'autres champs où il y a ces histoires de j'ai des contraintes, il y en a beaucoup. Il faut que je fasse une première phase où je vais mettre des rectangles pour remplir et que j'optimise quoi. En fait, c'est multicritères. C'est ça qui est sympa. C'est ce que tu veux optimiser. La sécurité, l'argent, je ne sais pas, le nombre de plantages. Plantage, pas l'avion, hein, plantage. Non, t'appelles une compagnie, oui. Imaginez les contraintes, et si tu prends aussi telle personne veut naviguer avec telle autre. Ça, c'est la phase d'après. Alors là, c'est encore aussi. En fait, ce projet-là, pour l'instant, c'est anonyme. Ça, c'est ce qui va être donné aux pilotes et ils vont cliquer sur les rotations qui les intéressent. Et la phase d'après, elle est encore mieux. C'est gérer les préférences pour donner, c'est un peu du choix social. Après, en faisant la même chose dans l'éducation, il y a les emplois du temps. Exactement, mais c'est exactement ça. En fait, l'aéronautique, ça me fait vraiment, j'adore, parce qu'il y a deux phases. Et je pense que de plus en plus, les gens donnent des préférences ou des vœux, etc. Puis on se retrouve avec une sortie. Et puis les préférences, c'est vraiment des petits formulaires figés. Là, avec le côté, la logique, tu vas pouvoir avoir des notions un petit peu plus abstraites. Par exemple, le matin, je sais pas, tu vois, pas des trucs très figés pour pouvoir un petit peu essayer de maximiser le contentement de tout le monde. Pardon? Et va remplacer son profil. Exactement. Je n'ai pas pensé. J'ai pas entendu. Parcoursup. Ah oui, je sais. Oui, non, mais c'est un exemple, c'est un très bon exemple. Non, je pense que de plus en plus, on remplit des trucs, après on n'est pas content, on ne peut rien y faire. Donc c'est assez sympa de travailler là-dessus. Et toujours pareil, c'est vraiment un algo général, bien sûr, il y a un instant. En fait, ce qui se passe, c'est que là, pour l'instant, on a des petites briques, et puis des fois, on nous propose un problème, et puis ça colle avec des petites briques, voire des trucs qui ne sont pas d'IA, ça se mélange. Mais de toute façon, on les customise. Le minimum, c'est les customiser par rapport à la BK. Et puis, parfois, c'est assez sympa parce qu'avant, je râlais, mais les applications, ça m'a donné aussi des idées de recherche super intéressantes. C'est pas que le bridge, en fait. Et puis, je préfère que les chercheurs travaillent sur autre chose que le bridge parce que c'est un peu chronophage, ils ne comprennent pas les sorties. Si le programme dit oui, le gosse a un problème parce que je ne sais pas quoi, un truc aberrant, il va le voir tout de suite. Alors que sur le bridge, ils sont sans arrêt, c'est bien mes sorties. Non, c'est pourri tes sorties. Donc, je leur dis arrêtez de travailler sur le bridge ou apprenez le vocabulaire parce que là, ce n'est pas possible. Voilà, donc on a une plus petite équipe, mais plus spécialisée sur les suites du bridge pour construire le futur, mais il faut déjà valoriser le passé et le présent sur ces domaines-là, en fait. Du coup, là, tu rentres dans de production, les gens que tu embauches pour ça, tu les formes comment? Parce qu'a priori, les gens, non, en fait, là, ils ont été très tôt chez Lucas. Ils sont très fidèles, ils sont restés. Alors que maintenant, ils sont approchés par plein de gens avec le challenge. On va les payer 10 fois chez Michael. Non, au départ, ouais, ils ont été formés comme ça. Quoi. Ou alors, par exemple, je leur ai dit de suivre un certain cursus. Mon étudiant en thèse, il a fait. Alors, justement, où est-ce qu'on peut apprendre ce type d'IA alors ça, en France, bon courage, il n'y a pas. Voilà, pour l'instant, je m'en mets bien en retard. À Londres, il y a le professeur aux États-Unis, le MIT, ils sont quand même dessus. Et alors, la grande chance, c'est qu'en fait, le symbolique ne s'est pas complètement éteint. Ils sont cachés dans ce qu'on appelle le web sémantique. Si tu regardes le web sémantique, toutes les techniques pour que ce soit autre chose que XML et compagnie, c'est une restriction de la logique qui est utilisée. Les gens qui font du preuve.
Oui, bah là, il y a les 50 ans Voilà. de Prolog. Mais en dehors de Prolog, il y a beaucoup de choses maintenant. Il y a tout ce qui est programmation logique, probabiliste. Ça, c'est super. Mais mais honnêtement, hein, il y a vraiment beaucoup de chercheurs qui disaient de toute façon, ça sert à rien, ils vont tout faire avec leur DIP. Et moi, en fait, j'ai changé d'équipe. Je suis allée dans une équipe de DIP, j'ai vu qu'ils n'allaient pas tout faire. J'aurais dit, mais non, pas du tout. On va faire le bridge, ils vont pas. Ça, c'est pas possible. Puis même en dehors de ça, le web sémantique, il y a vraiment des super technos qui sont complètement là-dessus. Hein. Donc, c'est tous les standards qui sont définis, ils sont pas définis au hasard. Hein. Parce que la logique, l'important, c'est de trouver un compromis entre l'expressivité et la complexité. Et donc, sur le web sémantique, ils ont vraiment utilisé des gens qui faisaient ça. C'est pas la même que Prolog, parce qu'il y a un peu de relationnel. C'est un mix de ce qu'il y a derrière aussi les bases de données, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a un peu de relationnel, mais pas trop. Donc, il y a les bonnes contraintes pour pas que ça explose. C'est toujours la recherche entre le fameux compromis, quoi. On part pas de zéro et ça, et c'est pour ça qu'on peut passer l'échelle, hein, grâce à eux. Parce qu'en plus, ils sont couplés avec Knowledge Compilation, des gens justement de SAT qui retraduisent en professionnel et qui peuvent être efficaces. Parce que c'était le gros reproche, en fait. Oui, c'est bien, mais c'est joué. Dès qu'il y a plus de 4 variables, vous explosez. Et grâce au web sémantique et au mecs de Knowledge Compilation, etc., même vérification de programme, ça passe l'échelle maintenant. Et en termes de perf, typiquement, le genre de truc de bridge, ça jouait comme un humain, à la vitesse d'un humain, il y avait un. Ouais, non, mais je jouais très très vite. Ouais. Et encore, on n'a pas parallélisé, hein, on n'a vraiment pas joué sur la puissance de calcul. Et ce que je disais pour le côté, on a dépensé 200 000 fois moins de ressources que DeepMind, donc ça c'est sur le Go, ça c'est plutôt pas mal. Mais c'est vraiment grâce à. Mais même le réseau, en fait, il a assez vite convergé les seules ressources qu'on a. En fait, il y a pas du tout de, il y a pas de pré-traitement, en fait. C'est pas, il y a pas de, on n'a pas surappris sur 300 atouts. C'est-à-dire, on nous change les contraintes, on lui donne d'autres contraintes, il sait pas ce qu'il joue, on lui dit, maintenant tu dois faire 4 plis, 10, et puis voilà les contraintes, il va jouer, il va très bien jouer. Et on a fait un test pendant les vacances, ça c'était super, c'est qu'on s'est dit, ouais, mais il a peut-être trop surappris sur les défenseurs qui ont des faiblesses, et en fait, on a fait, je crois, 200 donnes, on l'a fait jouer contre des humains. Et il s'en sort plutôt pas mal. Donc ça, c'est assez sympa parce que ça veut dire que le réseau, quelque part, a appris une sorte de consensus de comment jouent les joueurs humains. Et typiquement, là, on pourrait le faire jouer du 600 atouts, il n'y a rien à changer. Ah, 600, mais rien. Oui, tu rentres tout le temps faire. Le truc qui est casse-pied, c'est parce qu'évidemment, on m'a dit oui, mais on veut faire le test de Turing, on veut machin, il faut faire d'autres contrats. J'ai dit, ouais, mais pas cette équipe. Là, on va passer à autre chose. Il y en a marre, déjà 300 atouts. Et c'est juste codifier les contraintes. Ça, c'est casse-pied. Et si ça dépasse les machins, tu vois, le traduire en contraintes. Et si c'est l'atout, c'est pareil. En fait, on va avoir d'autres règles du jeu, mais tu rentres d'autres règles. Mais là, le 600 atouts, tu les prends, il le jouerait. Bien sûr. Ouais, d'ailleurs, j'ai tout un truc sur 700 atouts parce que c'est. Ouais. Alors là, c'est difficile. Ouais, c'est difficile à l'envers. Hein. Le cerveau, surtout le mien à cette heure-ci. Excellent. Non, c'est intéressant, ça. Le truc qui joue même famille de contrats. Non, mais l'atout pour recodifier que quand tu as coupé, c'est celui qui gagne le truc. Ça fait juste c'est un petit peu plus large au niveau des. C'est pareil. Eh bien, très bien. Merci. Merci beaucoup, Bernie. C'était super sympa. Merci. Merci. On peut